Voilà, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de questions? Les gens de Douala, Yaoundé, là, il n'y a pas de questions? Est-ce que vous m'entendez? Aucune question? Est-ce que vous m'entendez même là? Les gens de Douala, là, ils sont là? Douala, Yaoundé, ils sont là? Il y a une question apparemment, docteur. Il y a une question. Ok, je vous écoute. Oui? Au niveau du chapitre 3. Hein? Au niveau du chapitre 3, le titre 3 de... Oui, au niveau du chapitre 3, oui. Le titre 3 de 2. Titre 3 de 2, ok. Titre 3 de 2, oui. Titre 3 de 2. Alors, titre 3 de 2. Oui. Monsieur, Oui, je vous écoute. monsieur, vous avez dit que la de sur une particulière, l'autre homogène. Oui. Et par la suite, on a considéré l'autre négligeable. C'est pas pourquoi. Oui. Alors, bonne question. C'est-à-dire que la solution permanente, la solution homogène, hein? Allô? Alors, la solution homogène est une solution qui est transitoire. Pourquoi? Regardez en particulier cette figure-là, sur laquelle on a insisté beaucoup. Donc, voilà. Regardez sur cette figure-là, sur laquelle on a insisté beaucoup. Vous voyez donc que la solution permanente est transitoire. Pourquoi transitoire? Parce que avec le temps, vous voyez que le signal s'amenuise, le signal disparaît pratiquement avec le temps. Et il ne reste donc que la solution permanente. Et la solution permanente, c'est en réalité la solution de l'équation non homogène. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, monsieur. La deuxième. La deuxième question, c'est quoi? Vous avez dit qu'il y avait deux questions. Ici, il n'y a pas de questions. Oui, écoute. En attendant que l'autre vienne. Oui. Au niveau du TD2. TD2 de l'autre chapitre là, du premier chapitre là. Oui. Oui, d'accord, ok. Et toujours le problème de la dalle, oui, d'accord, ok, le problème de la dalle. Alors, c'était où? Alors, le problème de la dalle, est-ce que c'est ici? Oui, je crois que c'est ici. Bon, après, je vais vous résumer la question de votre camarade. Hein. Je laisse qu'il la pose d'abord. Après, je vais résumer ça pour tout le monde. Oui, donc on est ici. La dernière question. Oui, d'accord. Oui. Oui. L'amplitude après cible. Oui. 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 Mais bien sûr, c'est ça l'amplitude, non? Alors, je résume d'abord la question à tout le monde. Alors, votre camarade pose la question suivante. Dans le TD numéro 2, qui concerne la dalle qui est amortie, il demande, alors, pourquoi est-ce que je confonds le déplacement avec l'amplitude? C'est ça votre question, non? Voilà. Alors, maintenant, je lui réponds. Les vibrations mécaniques consistent à faire quoi, monsieur? Ça consiste justement à calculer le déplacement. C'est le déplacement qui fluctue. Et on caractérise ce déplacement justement par quoi? Mais pas l'amplitude.
Donc, quand on me demande de calculer le déplacement, en réalité, c'est l'amplitude de l'oscillation. Oui, oui, oui. Oui. Le deuxième, dans l'autre côté oui. de l'exercice, c'est 2,5. Oui. On demande les déplacements à un instant égal à 1 seconde. Oui. On calcule les déplacements. Oui. Lorsqu'on écrit maintenant l'équation, oui. Oui. Il y a une autre formule qui dépend du déplacement. Oui. Donc, c'est de la dynamique. On est bien d'accord que la solution n'est pas unique. C'est pour ça qu'on dit U2, U2. C'est une histoire. Ça veut donc dire que si tu as T, tu as U. C'est ça. Si tu as T, tu as U. Voilà. Oui. Simplement parce que l'amplitude et la phase dépendent de conditions initiales. Les CI, les conditions initiales. D'accord? Voilà. Mais le mouvement, globalement, se caractérise par l'amplitude. Puisque, regarde par exemple la figure qu'on montrait tout à l'heure. Regarde par exemple ici. Regarde par exemple ici. Voilà. Regarde par exemple ici. Voici U de T. Voilà. Alors, si tu te mets à un T quelconque, tu caractérises le mouvement. Mais tu caractérises le mouvement à cette distance. Et donc, le déplacement. Et ce déplacement, c'est l'amplitude de l'oscillation à ce moment-là. D'accord? Ok. Oui. 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 Bien sûr. La masse du solide. Oui. Absolument, oui. Oh, on a déjà posé cette question-là la dernière fois. Si vous avez la masse, vous pouvez directement remplacer votre il n'y a pas de problème. Si vous avez la valeur numérique, vous pouvez prendre directement, vous remplacer. Non, tilde, c'est pas la variable. Le décrément logarithmique, c'est delta. Il ne faut pas confondre. Le décrément logarithmique, c'est delta. Ce n'est pas le tilde. Tilde, c'est le taux d'amortissement. Oui, d'accord, ok. Bah, il faut être précis. Hein, d'accord? Voilà. Le taux d'amortissement, c'est tilde. Hein, et le décrément logarithmique, c'est delta. Il ne faut pas confondre les deux choses. Alors maintenant, on repose la question. Oui. Oui, au nombre de cycles, oui, bien sûr. Au nombre de cycles, oui, bien sûr. C'est pas que c'est deux formules, ça dépend de ce que tu connais. En fonction de ce que tu connais, tu peux utiliser plusieurs expressions, d'accord? Puisque tu as plusieurs relations entre le delta et le tilde. Bon, maintenant, en fonction de ce que tu connais, tu tires. Exactement comme moi, je l'ai fait avec le ML et oméga 0, d'accord? Ok? Voilà. Maintenant, en fonction de ce que tu connais, tu tires ce que tu ne connais pas. Hein? Ça, c'est une manipulation des valeurs numériques. D'accord? Ça ne remet pas en cause la compréhension même du phénomène. Voilà. Ça fait que la manipulation des valeurs, non, il n'y a pas de raison de se perdre. Il faut bien comprendre. Tilde, c'est le taux d'amortissement. Et delta, c'est le décrément logarithmique. Donc, si on revient toujours encore à cette formule-là, voilà, ici, voilà. Si on revient toujours là, bon, on se répète peut-être un peu. Bon, c'est le début du cours qu'il exige. D'accord? Donc, voilà, c'est ça. D'accord? C'est ça. Voilà. D'accord? Donc, le décrément logarithmique, c'est d'être avec tilde.
Mais delta est sensiblement égal à 2 pi fois tilde. Voilà. Autre question? Oui? 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 Non, non, donc le calcul de la flèche permet de déterminer la raideur. Oui. Et maintenant, à partir de la raideur, vous trouvez la pulsation. Oui, oui. L'équation du mouvement. Il faut dire équation du mouvement. Oui. Oui. Mais tu vas prendre l'amplitude où? Est-ce que si tu ne calcules pas la raideur, tu vas prendre l'amplitude là où? Tu as la forme de l'équation, je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque c'est une vibration qui est harmonique. Oui, oui, bien sûr, tout le monde peut donner la forme. Mais tu ne connais pas, tu ne vas pas connaître la période. La période, tu vas prendre la période comment? Ce n'est pas parce que tu connais la forme générale que tu vas connaître la période. Mais non, pour tracer la courbe de façon détaillée, il faut avoir la période, la vitesse initiale, l'amplitude du mouvement, ainsi de suite. Mais on l'a fait, non? Si, comment ça on l'a fait? Mais à ce moment-là, il faut tout simplement les valeurs numériques, c'est tout. Alors là. Hein? Alors, là, vous dites le premier ici, là, non, c'est ça, non? Bon, voilà, c'est ça. D'accord. Ok, voici l'expression de la raideur. Maintenant, je vais vous dire, ok, ta poutre, c'est une poutre en béton. À ce moment-là, il faut combien? Il faut combien? À partir de la section calculée, merci. Et là, vous trouvez ça maintenant en valeur numérique. C'est ça que vous venez mettre dedans. Mais j'y suis, non? C'est là ou non? C'est là, non? C'est ça, non? C'est ça. C'est ça. Oméga 0 est égal à ça. Mais il faut que vous ayez L, vous ayez F, vous ayez E, I et G. Pour trouver une valeur numérique. D'accord? Ici, je peux avoir une poutre en acier. Je peux avoir une poutre en béton. Je peux avoir. Est-ce que ça va être la même chose? Ben alors, et en fonction de ça, vous allez trouver oméga. Si vous avez oméga, vous avez T. Donc maintenant, ici, pour compléter le TD. Pour poser la question, pour compléter le TD. OK. Bon, maintenant, calculez-moi alors donc la pulsation propre pour une poutre en béton. Vous prenez 33 mégapascal et une section en I. Vous prenez une section en I. Non, vous prenez une section carrée de 20 cm de côté. Voilà. Vous prenez une poutre de 6 mètres avec une force F de 100 kN. Voilà. Maintenant, vous me calculez ça maintenant. C'est ça votre question, non? Voilà. Section carrée de 20. Voilà, section carrée de 20. Tout le monde suit là-bas dans les autres campus. C'est pas un petit TD là, parce que votre camarade a posé la question sur la valeur numérique d'oméga 0. Pour trouver la valeur numérique d'oméga 0, il faut préciser E, I, G, L et S. Je dis donc, vous prenez une poutre en béton avec E égale à 33 000 mégapascal. I, pour trouver I, vous dites que c'est une section carrée de 20 cm de côté. La poutre a 6 mètres de portée et la force F, c'est 100 kN. Vous me calculez donc oméga 0. Et à ce moment-là, vous allez donc préciser le tracé. Là. C'est ça votre question, non? Je vous dis oui, d'accord, j'ai donné la forme. On aurait pu tracer ça sans mettre. D'accord? C'est bon pour tout le monde? 33 000 Pascal. De 20 fois 20.
va, Douala Yaoundé? Il y a une question. Je reprends les données numériques. Nous sommes ici au corrigé TD numéro 1. On prend la valeur numérique de la pulsation propre. Je dis donc, pour cela, il faut préciser EI, bon, G, tu connais G, EI, LF. E, 33 000 mégapascal. I, vous prenez une poutre de 20 x 20 cm carré. Une poutre de section carrée de 20 x 20. L, vous prenez 6 mètres et S kN. Ok. Question. Oui, toujours le TD. 2.6, j'ai corrigé ça. Chez moi ici, 2.6. En vibration de vibration de ici là. Je n'ai pas corrigé tout ça, hein. 2.6, c'est 2.6. Ah, ici là. Voici 2.1, c'est ça? Encore, je monte encore. OK. Maintenant, voilà le TDC, ça commence ici. Dans ce TDC, voilà tout ce que j'ai corrigé, c'était la première question. C'est-à-dire la raideur et puis pour déduire la période propre, la fréquence propre. C'est tout ce que j'ai fait. À partir d'ici, je n'ai pas encore fait. Ah, d'accord. OK. D'accord. Donc là, c'est chapitre 1 alors donc. C'est plutôt chapitre. Okay. Oui, alors oui, je vous écoute, oui. C'est-à-dire là où on calculait les paramètres généralisés, absolument, oui. Voilà. OK, la raideur, oui. À la suite, OK, donc on continue encore. Ah, mais au début, OK, d'accord, OK, je comprends. D'accord, j'ai compris. Voilà. OK, d'accord. OK. Oui. La force généralisée. Oui. Oui. Ah, PI, oui, ça, ce sont les forces concentrées. Ça sont les forces concentrées, oui. Je descends encore. Oui. Oui, bien sûr. Puisqu'il y a cette force-ci, non? Il y a cette force-ci, la force qu'il y a en bas là. Alors, l'énoncé est où? L'énoncé est quelque part ici. Oui, puisqu'il y a cette force-ci là. Voilà, il y a cette force-là. Il y a cette accélération aussi qui va donc créer la force M fois Y point ETT. Oui. Et maintenant qu'il faut multiplier par qui de 0? Puisque ici, là, c'est en 0. C'est égal à 0. Il faut multiplier la partie de 0. Oui. Le P ici, en réalité, c'est la force répartie. C'est la force répartie. Donc, en réalité, c'est le poids linéique réparti de la colonne. C'est le poids réparti de la colonne. OK. Autre question? Oui, monsieur. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'au niveau du cours, le chapitre, la partie 3... Au niveau du cours, hein? Oui, monsieur. Alors, quel chapitre? Chapitre 3. OK, quel paragraphe? Le titre 3.
Le titre 3-3. OK, le titre 3-3. OK, titre 3-3. Il est où le titre 3-3? C'est en haut encore? OK, le titre 3-3. Titre 3-3. Il est où? Titre 3-3. 3-2-3. Alors, titre 3. Alors, ça c'est en bas. Oui, oui. Vibration forcée amortie. Oui. Titre 3-3. Oui. Oui, mais au niveau du calcul de C1 et C2. Hein? Au niveau du calcul de C1 et C2, à la page Ah, au niveau du calcul de C1 et C2, oui, oui. Oui, mais si vous avez dit Vous n'avez pas pu retrouver C1 et C2? non, monsieur. Ah, d'accord, je vous montre comment il faut faire. Ici, voilà ce qu'on dit. Voici l'expression de UP de T. C'est C1 sinus oméga 0 T plus C2 cosinus oméga 0 T. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, OK, comme ceci est solution de l'équation différentielle, d'accord? Il faut donc que ceci donc vérifie l'équation différentielle. Donc vous venez donc remplacer ça dans l'équation différentielle de départ, loin en haut là-bas là. Vous voyez ça? Loin en haut là-bas dans l'équation différentielle de départ, c'est-à-dire celle-ci, absolument. OK? Donc vous venez dire que ici, UP de T vérifie cette équation. Donc, vous avez la valeur de UP de T, vous mettez, vous dérivez, vous mettez, vous dérivez deux fois, vous mettez. Vous voyez que tout ceci sera fonction de C1 et C2. Et maintenant, ici, par identification, vous identifiez, tout simplement. Vous comprenez ça? Oui, monsieur, mais vous avez dit en remplaçant 3,19 dans 3,2 au lieu de 3,1. Ah, bon, c'est 3,1 alors, oui, c'est 3,1, c'est 3,1. C'est 3,1, c'est l'équation de départ. Parce que nous sommes là dans le cas avec amortissement. Nous sommes là dans le cas avec amortissement, donc il faut revenir ici à l'équation de départ. Là, vous avez raison. OK, autre chose? Oui. Oui, au niveau du château, toujours, oui. La rigidité géométrique, oui. C'est-à-dire KG, oui. Oui. La question, c'est lorsque vous faites la... J'ai donné l'expression de N. Oui, je suis d'accord. D'accord. Plus N, c'est la somme de l'effort axial causé par la masse discrète, plus l'effort créé par la masse répartie. Oui. 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 C'est qui appelle ça. Avec X, on aboutit à votre. Comment ça, N-X, comment je ne comprends pas? Parce que vous faites, il n'y a pas de coupure ici. Vous prenez la structure dans l'ensemble, il n'y a pas de coupure. Vous la coupure. Parce que ici, ce qu'il faut appliquer ici, c'est simplement la fonction de forme qui est donnée. Il n'y a pas de coupure. Mais voilà, j'ai déjà déterminé, non? C'est N, non? Oui, le problème, c'est que non, on n'a pas besoin de couper. C'est la force axiale totale. C'est la force axiale totale. On est d'accord? Autre question? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on fait ce qui était prévu aujourd'hui. Alors donc, je viens ici pour montrer les TD sur le chapitre qu'on vient de terminer. Alors là, je suis donc à la page... Je suis à la page 10, je crois. Voilà, je suis à la page 10. On y est? Page 10, voilà un TD. Donc, c'est l'application directe de ce que nous avons vu là, dans ce chapitre de vibration forcée. Alors, quel est l'objet du TD? L'objet du TD,
c'est de déterminer les caractéristiques d'un bâtiment, notamment sa masse, sa raideur et son amortissement. Et pour cela, on fait un essai, d'accord? On fait un essai où on va faire vibrer une machine tournante sur le bâtiment. C'est pour ça donc on dit ici, une machine de chargement harmonique portative est destinée à l'évaluation des propriétés. En utilisant cette machine à 2 fréquences différentes et en mesurant l'amplitude du déplacement et le déphasage de chacune des 2 fréquences, il est possible de déterminer la masse, l'amortissement et la rigidité de cette structure à 1 degré de liberté. Alors, comment? Durant un test sur le bâtiment à un seul étage, on a utilisé une machine. Je rappelle que la machine a un chargement harmonique, puisque c'est tout ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant. Nous avons dit que le second membre de notre équation est une fonction harmonique. Bien. Alors, dans un tel de bâtiment, donc cette machine a été utilisée à 2 fréquences. D'abord, la fréquence d'1 Hz et la fréquence de 2 Hz. Avec un pic d'amplitude harmonique de F0. F0, c'est justement là, ce qu'il y a dans l'équation que nous devons faire là. D'accord? Voilà. Si on voit, voilà. Ok. Alors, on dit donc qu'on utilise cette machine à 2 fréquences. Et pour chaque fréquence, on a relevé expérimentalement une amplitude et une phase. Alors, à 1 Hz, on a relevé, bon, 1 Hz, ça veut donc dire que la pulsation, c'est 2 pics. On a relevé une amplitude, c'est-à-dire un déplacement. Regarde. L'amplitude là, c'est quoi? C'est un déplacement, c'est des centimètres. D'accord? Là. Et maintenant, une phase. D'accord? Puisque la réponse est toujours harmonique, mais avec un déphasage par rapport à la sollicitation. À 2 Hz, c'est-à-dire 4 pi radians seconde de pulsation, on a ceci comme déplacement, c'est-à-dire comme amplitude, ceci comme phase. À partir de là, déterminer la masse d'amortissement et la rigidité du bâtiment. Alors, comment on raisonne? On rappelle donc les résultats que nous avons fournis. Que pour un système à 1 degré de liberté en vibration forcée amortie, on a la solution homogène qui vibre avec la pseudo-période oméga. Mais nous avons dit que cette solution homogène est transitoire. Puisqu'au fur et à mesure que le temps passe, les amplitudes s'amenuisent. Ça disparaît. Ensuite, maintenant, il y a la réponse permanente qui, elle, est harmonique. Simplement, elle est déphasée de θ. Par rapport à la sollicitation. Donc, maintenant, nous avons déjà vu toutes ces relations-ci dans le cours. Si je prends cette forme-ci, alors ça fait ça. Voilà. Si je prends C1 et C2, C1 et C2, c'est ce qu'on a vu en haut, là où madame a posé la question. Et tangente, la phase est donnée par ça. Bien, évidemment, comme nous avons dit qu'on néglige la solution homogène, ça veut donc dire que finalement, on ne va retenir que la solution permanente. D'accord? Tout est là. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Voilà. Si vous avez compris cela, vous avez tout compris. Puisque après, il faut simplement écrire. Il faut seulement écrire que quoi? Il faut simplement écrire que, voilà, si je supprime, enfin, si je néglige la solution homogène et que je garde tout simplement la solution, oui? Question? Est-ce qu'il y a une question?
J'ai pu entendre une question. D'accord, ok. Donc, si je garde tout simplement la solution permanente, alors, pour la sollicitation F0 sinus oméga T, je vais donc avoir la force de rappel élastique dans le ressort qui est ça. La force d'amortissement qui est ça. Et la force d'inertie qui est ça. Comment j'obtiens ça? Mais simplement en dérivant. Parce que je sais que l'amortissement, par exemple, c'est C fois U point. C'est un amortissement fluide. Mais je dérive U point. Donc, ça va faire donc, voilà, C fois rho, oméga 0, sinus, ou le cosinus. Ça? Oh, le cosinus, c'est le sinus plus 1, plus 2. La force d'inertie, je dérive encore ceci une fois. C'est ça? Voilà. Je dérive encore ceci une fois. Ça va faire donc moins rho m oméga 0 au carré sinus oméga 0 moins. Alors, je veux écrire l'équilibre de. Donc là, je fais une composition vectorielle tout simplement. D'accord? Je construis le funiculaire que vous faites en première année, quand vous faites la statique. Tout simplement. Donc voilà, c'est une somme vectorielle de ces quatre forces. Alors, comme tout est harmonique, c'est ça maintenant l'avantage, puisque la solution permanente est complètement harmonique. Quand on est harmonique, ça veut dire que je peux le mettre sur mon cercle trigonométrique. Et voilà ça. Voici ça sur le cercle trigonométrique. Voici la sollicitation. Le module, c'est-à-dire l'amplitude, c'est F0. Et l'angle, c'est oméga 0 fois. La force élastique. Le module, c'est ρ fois K. Et l'angle, c'est quoi? Oméga 0, T moins θ. Donc, je parle d'oméga 0, T petit θ. Et la force d'amortissement, c'est quoi? Le module, c'est ρ, c'est oméga 0. Le voici. Et la phase, c'est quoi? Donc, c'est par rapport à oméga t moins θ, je peux encore avancer de pi sur 2. Donc, c'est pour ça que ce vecteur-ci est perpendiculaire à celui-ci, puisque cet angle-ci doit être pi sur 2. Et ensuite, maintenant, alors, la force d'inertie, c'est ça. Donc, le module, c'est quoi? Rho m fois oméga 0 au carré. D'accord? Il est négatif. Donc, ça veut dire que si j'ai pris le sens positif dans ce sens-là, lui va bâtir dans ce sens-là. OK? Et sa phase? Sa phase, c'est quoi? La phase, c'est la même que l'élasticité, que le ressort. C'est la même phase. La même phase. Donc, ça veut donc dire que les deux là sont. Et maintenant, donc, mon funiculaire doit être fermé. C'est tout. Il y a équilibre. Voilà. Le funiculaire doit être fermé. C'est tout. Alors, donc, si je réduis ceci, vous voyez que les deux-ci peuvent directement s'additionner. Et à ce moment-là, le module, c'est le module du plus grand moins le module du plus petit. Celui-ci reste, parce qu'il a sa phase, celui-ci reste. Voilà. OK. Mais on est sûr maintenant que cette chose, c'était. OK? À ce moment-là, ça veut donc dire que je peux écrire que le sinus de θ, le côté opposé sur. Comment ça? Le sinus? Le sinus. Hein. Le sinus, c'est le côté opposé sur. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur. Voilà ça. Pas le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est tout. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche K, M et C. Donc, comme j'ai deux essais, j'aurai combien d'équations? Comme j'ai deux essais, j'aurai combien d'équations? 4. J'aurai 4 équations, absolument, madame. J'aurai 4 équations, puisque j'aurai donc pour le premier essai, j'aurai 2 équations. Pour le deuxième essai, j'aurai 2 équations. Ça me fait en tout 4 équations. Combien d'inconnus?
trois inconnus. Donc ce système-ci est redondant. Il y aura une équation qui va permettre de réduire les autres. Tout le monde comprend ça, non? Puisque j'ai 4 équations, et je n'ai que 3. Donc ça, c'est un système redondant. À partir de là, ben, je fais l'application numérique, c'est fini, d'accord? Donc maintenant, voilà l'application numérique. Ça veut donc dire, je prends donc cosinus θ1, voilà, K M0, 1, sur F0, 1, si on veut, fois ρ 1. Sinus θ1, c'est ρ 1, fois C, oméga 0, 1, sur F0, 1, si on veut. Et ici, F0, il n'y a pas de F0, 1 et 2, c'est juste F0. Ça fait 2. Maintenant, je prends pour la deuxième équation, pareil, d'accord? Donc là, ça me fait donc 4 équations. Donc ici, bon, ça c'est les calculs numériques, c'est ça, ok? Donc, vous faites ça là, et vous utilisez donc K va donc être ceci, M va être ça. Alors, à partir de là, comme on a K et M, je peux donc trouver la pulsation. À partir de là, maintenant, alors, je peux donc trouver ici, je trouve l'amortissement avec ça. Maintenant, avec la 4e équation, je dois confirmer les 3 autres, ou bien au moins celle-là. Donc, vous voyez que ça donne quelque chose comme une différence de quelques. Mais ça, on met ça sur le compte des erreurs expérimentales, tout simplement. D'accord? Voilà. OK. À ce moment-là, je peux trouver plutôt l'amortissement. Est-ce que tout le monde a compris le TD? Hein? Là, c'est intéressant parce que c'est ça, ce genre de test donc, permet de trouver les caractéristiques physico-mécaniques de la marche d'une structure. En faisant des tests avec une machine tournante qui donne un signal harmonique. Est-ce que tout le monde a compris le TD? Oui? Non? Bon. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, le plus important, c'est ça. Si vous voulez que je me répète, le plus important, c'est ça. Première chose, comprendre qu'on a oublié la solution transitoire et on ne retient que la solution permanente. À partir de là, vous faites ce développement et puis, comme tout est ici harmonique, c'est ça qui facilite la chose. Si c'était pas harmonique, tu ne peux pas faire ça. D'accord? C'est parce que tout ceci est harmonique que donc on peut faire cette composition-là sur le cercle trigonométrique. Sinon, ce n'est pas possible. À partir une fois qu'on a fait ça, bon, le reste est ça. Est-ce qu'il y a des questions de Douane Yaoundé? Oui? À quel niveau? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, ensuite, je voulais qu'on regarde le problème de séisme. Oui? Mais s'il y a des questions, vous posez, non? Parce que là, vous ne dites rien là. Bon, ok, il n'y a pas de question. Alors, ça, c'est un problème également intéressant qui est donc le problème de soulèvement d'un abri. Les fondations ou supports d'une structure sont soumises à des charges dynamiques dans plusieurs cas réels. On peut citer les structures soumises à des mouvements du sol, par exemple aux excitations dynamiques, comme les explosions ou les vibrations de machines. Soit un système a un degré de liberté, comme celui qui est présenté là. Bien. On suppose que sa fondation est en mouvement. Donc ici, c'est un mouvement de translation verticale. Alors, si le déplacement de la masse est Y
Et le déplacement de la pluie est YS. Il est évident que le déplacement relatif dans le ressort sera Y moins YS. Voilà. Ça veut donc dire que si j'isole le solide et que je fais mon DCL, il y aura quoi? Et il y aura la force ici, il y aura la force d'amortissement, puis la force de rappel dans le ressort. Ici, il y a une petite erreur. Ici, il y a point. Par contre, ici, il n'y a pas de. Par contre, ici, il n'y a pas de point. Puisque la force dans le ressort, c'est K multiplié par un déplacement. Et ceci, c'est C multiplié par une. À ce moment-là, j'écris l'équation du mouvement. J'écris simplement ici l'équilibre de ce solide. Voilà. Donc, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la masse M est soumise à Y, alors que C est soumis à Y moins YS. Et même chose pour K. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Alors maintenant, je peux écrire l'équation soit en Y, soit en Y moins YS. Ça, on va dire que Y, c'est le déplacement absolu. Tandis que Y moins YS, c'est le déplacement relatif. Absolument. Voilà. Alors, si je raisonne en déplacement relatif, alors, ça voudrait donc dire que ici, ceci et ça ne vont pas changer. Par contre, ici, pour avoir U2 points de T, ça va être Y2 points moins Y point. Et maintenant, donc, si je dois maintenant écrire tout en U de T, il faut que je renvoie M fois Y2 points dans l'autre, ce que nous avons appelé depuis la efficace. Donc, on résume toujours le mouvement. Le fait de déplacer un appui revient à mettre une excitation forcée. C'est toujours ça. OK? Parce que vous voyez, hein, dans cette structure, a priori, il n'y a pas d'excitation. Mais par contre, le déplacement forcé de cette fondation revient à mettre une sollicitation forcée, qui est donc un peu multipliée par Y2 fois S. Alors maintenant, si je remplace Y2 fois S par ça va faire ça. Alors, vous voyez donc que je reviens à mon cas de tout à l'heure, simplement en identifiant F0 comme MY0 oméga 0 au carré. Et je reviens absolument à l'équation que nous avons résolue, tout à l'heure. Okay. Bien maintenant, à partir de là, je peux maintenant revenir à la solution avec le déplacement absolu. Bon, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. OK? À ce moment-là, voilà la vibration totale. La vibration totale, Y est égal à U plus YS. U, on vient de trouver, YS, c'était déjà donné. Voilà. On peut mettre cela sous cette forme-ci, ou qui sera donc là, le déphasage par rapport à l'excitation. Bon, les équations, ça pas, tout le monde peut retrouver les équations, mais ça, c'est pas très, très compliqué. Par contre, il faut regarder ce schéma-là, c'est ça qui est intéressant. Alors, ça, c'est quoi en fait? Ça, c'est donc mon FAD. Ça, c'est le FAD, c'est-à-dire le facteur d'amplification dynamique. Nous avons. Alors, donc, c'est par définition le rapport entre la sortie et l'entrée. Ça, c'est la sortie, ça, c'est l'entrée. Parce qu'en réalité, normalement, quand on parlait d'excitation, en fait, c'est un signal, en fait. Hein? D'ailleurs, on appelle ça souvent la fonction de transfert. C'est-à-dire que vous avez un système, vous mettez Y0 à l'entrée et à la sortie, vous récupérez Y. D'accord? Donc ça, c'est une fonction de transfert qui donne donc la sortie sur l'entrée. Alors, donc, il se trouve donc en réalité ici, en particulier, toujours le résultat, comme bêta est égal à 1, il y a toujours 1. Non, alors, ce problème est d'autant plus important que c'est amorti ou pas. Hein? Parce que ça, c'est une famille de courbes qui est paramétrée toujours par
Maintenant, vous voyez, ici, un point important qui est celui-ci. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, si bêta est égal à la racine de 2, vous voyez qu'il n'y a pas d'amplification. La sortie est égale à... Et donc, ça, il faut retenir cela. Et ça, là, c'est simplement à partir de cette équation. Hein. Et maintenant, allons, ce rapport, si on va appeler ça la transmittance, c'est-à-dire, en fait, ce que le déplacement de la fondation a transmis au bâtiment comme déplacement. D'accord? On appelle cela donc la transmittance, qui est Y sur Y0. Et tout le monde peut vérifier ici que si cette transmittance ici vaut 1, ça veut dire que soit bêta égale à 0, soit bêta égale à racine de 2. Bon, vérifions ça très très vite. Bon, si bêta, et ça quel que soit-il là. Alors, si bêta est égal à 0, combien? Si bêta vaut racine de 2, bêta carré vaut combien? 1 moins 2 vaut combien? Moins 1 au carré, c'est combien? Alors, on a donc 1 plus 2 tilde bêta carré, 1 plus 2 tilde bêta carré, ça fait encore. Donc, on va appeler ceci-là la transmittance. D'accord? Alors, ce rapport de l'amplitude du mouvement de la masse et de l'amplitude de la base est appelé transmittance du système, soumis à un mouvement harmonique de sa base. Et cette notion de transmittance va nous permettre de résoudre le problème de l'isolation vibratoire. Extrêmement important, d'accord? Extrêmement important parce que vous, en tant que projecteur, si vous avez une machine qui transmet de l'excitation, il faut vous arranger pour amortir ou bien pour isoler. D'accord? Isoler votre bâtiment de telle sorte que cette sollicitation ait le moins d'effet possible. On parle alors d'isolation. D'accord? On parle alors d'isolation vibratoire. Il y a un très très bon problème dessus par la suite là. Alors, est-ce que tout le monde a compris ce paragraphe? Alors là, vraiment, je vais peut-être me répéter, mais c'est extrêmement important. Donc, vous retenez que déplacer un appui revient à imposer une force. Alors là, c'est extrêmement important. Déplacer un appui revient à imposer une force. C'est ça l'essentiel qu'il faut retenir ici. C'est ça qu'il faut retenir. Que déplacer un appui revient à appliquer une force. C'est ça. Voilà. Déplacer un appui là revient à appliquer une force. Donc, tout se passe comme si vous avez appliqué une force ici. Et donc là, parce que ici, de prime abord, vous avez l'impression que cette équation-ci n'a pas de second membre. Alors en regardant ici, donc vous voyez que voici le second membre qui dépend de quoi? Ben justement, du déplacement de l'appui. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce paragraphe? Donc, on va parler de l'isolation vibratoire, extrêmement important. Est-ce qu'il y a des questions sur ce paragraphe-là? Non? Pas de questions? Bon, oui? Oui? Oui, c'est-à-dire, c'est ça, il faut isoler votre bâtiment de telle sorte que la machine qui tourne et qui impose donc une excitation dessus, on n'a pas beaucoup d'incidence, ne détruisez pas votre bâtiment. Oui. Déplacer un appui ne veut dire que créer une force, absolument. L'isolation... Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. L'isolation, c'est voir quel dispositif mettre sur votre ouvrage pour que l'expression n'ait pas beaucoup d'effet. On peut revenir dessus après avoir fait le paragraphe sur l'isolation. Sur l'isolation. Mais vous voyez qu'ici, même si l'idée y est déjà, parce que vous voyez que si Y est très très grand par rapport à Y0, ce n'est pas bon. C'est ça. Si Y est très très grand par rapport à Y0, ce n'est pas bon. D'accord?
Voilà. Ça dit que ça veut dire que vous êtes dans ces environs-ci. C'est pas bon. Bon, maintenant, sur l'installation vibratoire. Dans le paragraphe précédent, on a déterminé la réponse d'une structure à un degré de liberté à un mouvement harmonique de sa fondation. Dans le présent paragraphe, on considère un problème similaire de l'isolation vibratoire qui consiste à déterminer la force transmise à une fondation. D'accord? Voilà. Vous avez votre bâtiment. D'accord? Il y a un système qui crée là-bas de l'excitation dynamique. Et puis, cette excitation-là peut être transmise à soit à la structure, soit directement même aux fondations. Comment éviter cela? Bien. Alors, donc, une machine, par exemple, engendre des forces périodiques susceptibles de causer des dégâts. Et des instruments fragiles portés par une structure qui vibre. Voilà les deux cas qu'on peut trouver. Alors, j'ai fait ce petit schéma-là pour vous. Donc, je peux supposer que ça, là, c'est par exemple soit la dalle, soit même des fondations. Et voici une machine dessus qui crée une force. OK? Voilà. Alors, pour traiter le premier type de problème, on considérer le cas du système à un degré de liberté, toujours avec cette excitation qui est déjà étudiée. OK? Donc, ça veut donc dire que Y sera toujours de cette forme-là, avec l'amplitude et la phase. Absolument. Alors, les forces transmises au support par le ressort et l'amortissement sont respectivement, c'est ça que j'ai modélisé ici. Si j'ai ici la machine qui introduit une excitation F, alors le support réagit par une force élastique et une force d'amortissement. Absolument. Qui sont donc KY et CY. Voilà. Et donc, voilà la force transmise. Voilà la force transmise. Alors, comme on a déjà l'expression de Y, on remplace tout simplement. Oui? Question? Non, hein, plutôt que de ronronner. Hein. Voilà. Donc, on peut mettre donc cette solution sous cette forme harmonique aussi, d'accord, ici, où le déphasage, en réalité, c'est gamma moins θ. Absolument. OK? Et dans ce cas, on trouve toujours la même forme de transmittance. Et la transmittance égale toujours la sortie divisée par l'entrée. D'accord? L'entrée, je rappelle que cette entrée-ci, en réalité, ça constitue la solution statique. OK. Alors, maintenant, à partir de là, nous pouvons faire le TD suivant. Le TD suivant, c'est celui-ci. Alors, voici un TD qui vous intéresse. On a une machine qui pèse 1000 kg et qui produit des forces harmoniques verticales d'une amplitude de 2500 newtons à la vitesse de fonctionnement de 40 Hz. Afin de limiter les vibrations induites dans le bâtiment où cette machine doit être installée, on prévoit de la poser sur 4 ressorts. Un en chaque coin de sa base rectangulaire, comme le montre la figure. Alors, déterminer la rigidité des ressorts nécessaires pour limiter à 400 la force harmonique totale transmise au bâtiment. Alors là, c'est extrêmement intéressant. Donc, normalement, on peut transmettre jusqu'à combien? Mais nous ne voulons pas que ça dépasse. Comment dimensionner donc ces 4 ressorts pour que le bâtiment ne puisse pas transmettre plus de 400 newtons aux fondations? C'est ça le problème de l'isolation. Limiter les effets, d'accord, de l'excitation forcée. Alors, donc la transmittance ici, c'est quoi? La sortie ici, c'est quoi? 400. Et l'entrée, c'est... Voici la sortie, voilà l'entrée. Donc, c'est ça la transmittance. D'accord? On ne veut pas qu'ils transmettent plus de 400 sur 2500.
Voilà, donc on écrit tout simplement ça. D'accord? Voilà. Alors, on écrit tout simplement que la transmittance, c'est 400 sur 2500. Donc, c'est donc la valeur de la transmittance. Donc, comme ici, on ne nous a pas dit que le mouvement était amorti, donc je vais supposer que l'amortissement est nul, et à ce moment-là, alors, je reviens ici pour trouver donc l'expression de la transmittance qui est là. D'accord? Vous voyez que c'est une fonction de bêta et tilde. D'accord? C'est une fonction de bêta et tilde. Si je prends tilde nul, ça veut donc dire que c'est donc cette expression. D'accord? Qui est une fonction que de bêta. Alors, donc à partir de là, je peux donc trouver bêta. Bêta égale à racine de 7,27. Tout simple. OK? Alors, si j'ai bêta, ça veut dire que bêta, il ne faut pas oublier que bêta, c'est quoi? Par définition, c'est la pulsation forcée sur la pulsation propre. Ah, il ne faut jamais oublier ça. D'accord? Voici encore ça qui est là. Il faut oublier que bêta, c'est la pulsation. Qu'est-ce qu'on demande? Relisez le problème. Qu'est-ce qu'on nous demande dans le problème? Et là, il faut déterminer la raideur de ressort. La raideur, c'est et K est dans quoi? Dans la pulsation. Tout le monde comprend ça? Bon, c'est pas compliqué. D'accord? Alors, donc j'écris d'une part que oméga carré est égal à K sur M, hein, et bêta carré est égal à oméga 0 carré sur oméga au carré. OK? Voilà. Donc, j'en déduis donc que quoi? J'en déduis donc que K est égal à M fois oméga 0 au carré sur 1 plus... Est-ce que j'ai tout ça? Je regarde. Est-ce que j'ai M? Est-ce que j'ai oméga 0? Oui, puisque j'ai la fréquence forcée. Si j'ai la fréquence forcée, j'ai la pulsation. Voilà. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Si j'ai la masse, j'ai la pulsation forcée, j'ai la transmittance, c'est fini. À partir de ces deux équations, se détermine K. Sauf que le K, si c'est pour les 4, il suffit de diviser ça pour trouver la raideur de chaque. OK? Est-ce que tout le monde a compris les deux TD qu'on a fait ce soir-là? C'est important, vraiment. C'est important. C'est important. Et là, donc, on est déjà dans la physique vraiment des vibrations. Là, hein? On est vraiment déjà dans la physique des vibrations. Oui, mais je parle toujours de physique puisque les équations, bon, chacun fait les équations. Chacun, bon, il suffit de... Hein? Mais il faut comprendre vraiment la physique qu'il y a derrière. C'est ça le plus important. Est-ce que tout le monde a compris les deux TD de ce soir-là? À Douala Yaoundé, c'est bon? Je reprends? À quel niveau? Je reprends? Ok. Alors, reprenons alors. Je reprends. Alors, je dis donc qu'il y a deux notions importantes. Nous avons notre bâtiment qui supporte une machine. Et on sait donc que la machine peut transmettre 2500 newtons à 40 Hz. Et on ne veut pas que les fondations sentent plus de 400 newtons. Donc ça veut donc dire que voici la sortie, voici l'entrée. Donc la transmittance, c'est la sortie sur l'entrée. C'est tout. Donc là, voici cette transmittance-là. Puis, voilà cette transmittance-là. Okay? Mais cette transmittance est une fonction de bêta et tilde, d'après cette équation.
Ah, voilà encore. OK? Donc, si je dis que y est égal à 0, ça me donne la transmittance en fonction de bêta. Et donc, je peux éliminer pour trouver bêta. Une fois que j'ai trouvé bêta, il suffit d'interpréter bêta comme le rapport de la pulsation forcée sur la pulsation propre. Et comme c'est la raideur que je veux, ben, il suffit d'exprimer la pulsation propre. Ceci. Ça me donne donc une relation comme celle-là. OK. OK, donc. OK. Bon, et si toi, tu vas me dire, OK, il fallait que je calcule, bon, ce que je ne peux pas encore calculer oméga carré ici, puisque je ne connais pas K. Et c'est K justement que je cherche. Mais il faut donc que je passe par ça. Maintenant, ça dépend de ce que je veux. J'écris les équations pour éliminer ce dont je n'ai pas besoin et garder ce que je veux. C'est tout. Hein? Après, tu vas me dire, bon, hey, mais pourquoi tu n'as pas me remplacé ici K passe à valeur? Est-ce que j'ai le droit d'écrire ceci? Alors, si j'ai le droit de combiner ces deux équations, et puis on fait ça. Pas de problème. D'accord? Voilà, puisque c'est justement le cas que je cherche. OK. Des questions encore? Bon, pas de questions. Alors, il y a deux notions encore que je voudrais vous faire ingurgiter ce soir-là. Il y a la notion de bande passante et puis la notion de décibels. Bon, si c'est présenté, mais je ne veux pas faire cette présentation-là. J'ai fait une autre présentation que j'estime un peu plus propre. Donc, les voici. Ça, c'est ce que j'ai dit. Vous pouvez regarder ceci en particulier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la bande passante? Qu'est-ce qu'on appelle la bande passante? Regardez ce graphe. Ce graphe-là, tout le monde a bien compris que c'est un fade. OK? D'accord. Donc, sur le plan pratique, où est-ce que vous avez déjà vu les fades? Bon, oui, vous avez dit, OK, voilà, on fait tout ça, là, ça sert à quoi? Hein? Sur le plan pratique, est-ce que vous avez déjà vu les fades? Non, jamais. Les fades. Hein? Le facteur d'amplification dynamique, tu dois encore faire c'est quoi? Tu as fait le cours. Oui, même. Tu as assisté au cours. Ça veut dire que tu n'as pas lu ton cours. Et on parle de FAD depuis au moins 2 cours là. Quand tu dis on fait le FAD, c'est quoi? FAD, le facteur d'amplification dynamique. D'accord? OK. Quand vous faites les ouvrages d'art et tout ça là, on vous parle toujours de coefficient de majoration dynamique. Pourquoi? Ben c'est ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a une sollicitation qui dépend du temps, ok, donc il y a un facteur de majoration dynamique par rapport à la statique. C'est là. C'est ça là, le FAD là. D'accord? Bon, vous avez commencé le cours de C1. Après, on va vous demander de calculer le vent. D'accord? Le vent, c'est une dynamique qui en plus n'est même pas harmonique. Parce que bon, donc on n'est pas sûr que ce soit harmonique. Donc, quand vous calculez les coefficients à l'entrée, à la sortie, mais on tient aussi compte de l'amplification dynamique due à l'action du vent. Mais tout ça, c'est ça là. Hein? Sauf que peut-être dans ce cas-là, c'est un peu plus complexe parce que la sollicitation n'est pas uniquement harmonique. Mais on montre que les sollicitations quelconques sont des sommes de sollicitations harmoniques. Donc, il suffit de décomposer la sollicitation quelconque en somme de sollicitations harmoniques. Et pour chaque harmonique, faites ce calcul. Et après, sommer. D'accord? Voilà. Bien, maintenant, je reviens donc ici à ce problème de bande passante. Tout le monde a bien compris que sur ce graphe, il faut éviter que bêta soit égal à 1. Voilà. Il faut éviter, parce que bêta égale à 1, c'est la résonance. C'est ce que nous avons appelé le ROPI. Et le ROPI correspond à quoi? Le ROPI correspond à bêta égale à 1. Et bêta égale à 1 veut dire que quoi? Que j'ai choisi la pulsation forcée comme la pulsation propre. Exactement pareil. C'est ça qui n'est pas... Non?
Se mettre en sécurité, si on peut appeler comme ça du point de vue du projecteur, si on veut, c'est quoi? C'est de choisir la pulsation forcée loin. Pulsation propre. Ok? Voilà ça. Il faut choisir. Alors, il faut savoir donc que la pulsation forcée est dans bêta. Ok? La pulsation forcée est dans bêta. Donc, dire que je choisis ma pulsation forcée loin de la pulsation propre, ça veut donc dire choisir bêta loin de. Bien, maintenant on va dire ceci. J'ai dit tout à l'heure qu'en réalité, les vibrations là, les sollicitations là, en réalité, ce sont des signaux. On va parler de signal d'entrée et de signal de sortie. Et en ce sens-là, le signal a une puissance. Ici, la puissance du signal en réalité se désigne par le carré de l'amplitude. C'est-à-dire ici, on va dire qu'en réalité, on va se placer dans le cas où, pour la fréquence propre, pour la fréquence forcée choisie, la puissance doit être égale à la moitié de la puissance qui correspond à la résonance. Regardez ici. Si je fais ceci au carré et ceci au carré, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ρ pic au carré égale à 2 fois ρ carré. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, la puissance correspondant ici à ce pic-là, à la résonance, c'est 2 fois la puissance correspondant à la pulsation propre que je vais choisir. Bon, maintenant, si je pars des carrés aux expressions simples, donc je viens plutôt à racine de 2. Et donc, maintenant, notre problème c'est quelles sont donc les pulsations propres qui correspondent à cette réduction de puissance de 2. Ça qui va définir ce qu'on va appeler tout à l'heure la largeur de barre de puissance. Alors, comment est-ce que je résous ça? Bon, ça, ce sont ces points-ci que je cherche. Pour trouver l'intersection entre 2 points, entre 2 courbes, qu'est-ce que j'égale leurs équations. Non, j'égale leurs équations. Donc, ça veut donc dire qu'ici, il faut que je trouve l'équation de cette courbe, je trouve l'équation de cette droite. J'égale les deux, ça va me donner ces deux points. Voilà. Alors, l'équation de la courbe, on vient de le voir en cours. L'équation de la droite, on vient de le voir en cours. On a montré que dans la droite, au pic, c'est-à-dire à la résonance, 0, 0 sur 2 tilde. Il suffit donc maintenant d'égaler les deux. Et donc, on résout donc ce système pour trouver quoi? Bêta. Puisque oméga 0 est dans bêta. Okay. Voilà. Donc, on résout ce système-là pour trouver bêta. Et on va dire donc en réalité, bêta 2 moins bêta 1 est sensiblement égal à 2 tilde. Bêta 2 moins bêta 1, c'est quoi? C'est justement ça là. On va donc appeler la largeur de la bande passante. Largeur de la bande passante pour dire que quoi? Pour dire que, en fait, si on veut choisir la pulsation forcée, il vaut mieux ne pas se trouver ici. Il vaut mieux se trouver par là. Parce que plus on est ici, plus c'est difficile. Est-ce que vous comprenez un peu cette problématique-là? Ça, on va donc dire la largeur de la bande passante. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est la notion de décibels. Alors, ici, bon, maintenant, interprétation, oui, on interprète quand même. Cela veut dire que quoi? À partir de la courbe FAD égale FAD de bêta tilde, on peut déterminer le taux d'amortissement de la structure tilde sur la base des fréquences pour lesquelles la réponse est réduite à ρ pic sur racine de 2. Okay. Alors, bon, je vais faire une application numérique là, mais ce n'est pas tellement important. Donc, si on suppose par exemple que ρ pic c'est 1,44 et que on va donc en déduire ρ pic égale à sur racine de 2 égale 100. À partir de là, on peut donc lire bêta 2 et bêta 1, puisque cette courbe-ci est une courbe expérimentale. Cette courbe-ci, c'est une courbe expérimentale. Donc, si j'ai cette valeur-là, il suffit que je trace cette droite et ça va me donner ces 2 points, j'abaisse, je lis. Ce point, j'abaisse, je lis. Et les deux ici, en réalité, par calcul, c'est à peu près 2 fois tilde. Voilà. Et on va donc dire que le FAD
On lit bêta 2 et bêta 1 sur la courbe et on en déduit tilde égale à la moitié de la largeur de bande passante. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est la notion de décibels. Alors, quand la plaque de variation d'une grandeur est très large, on représente cette grandeur avec une échelle log. Regardez par exemple ici. Voici une échelle une plage de valeur qui va de 1 jusqu'à 9. Ça, c'est une échelle décimale. Supposons que je prends une échelle log. Alors, et que cette distance-ci, c'est 5. Log, ça veut dire que quoi? Dès que je multiplie par 5, je garde la même graduation. Donc ici, 1 à 5, c'est la même chose que de 5 à 25, que de 25 à 125, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Regardez, ça veut donc dire que ici, pour graduer, pour faire 9 graduations, ici, alors je vais de 1 à 9, la même distance, ça me permet d'aller de 1 jusqu'à 5,8. C'est pour ça donc on dit que quand la plaque de variation d'une grandeur est très large, on représente cette grandeur avec une échelle logarithmique. Après, maintenant, on va voir, on applique ça ici chez nous. Bon, si j'ai pris un rapport de 10, regardez, donc je peux aller de 1 jusqu'à 10,8 sur le même graphe. Alors qu'en échelle décimale, ce serait impossible. Or, on sait que la réponse dynamique d'une structure en résonance peut atteindre jusqu'à 10 exposant 4, et même 10 exposant 5 fois sa réponse statique. Donc, ça veut donc dire que pour représenter cette plage de variation, on aura affaire à une échelle logarithmique. Donc, pour représenter ces deux réponses sur un même graphe, on adopte alors l'échelle log pour la courbe fade. Et une échelle log particulière, c'est l'échelle 20 logarithme décimal de P. Avec cette échelle, la courbe fade est appelée le diagramme de Bode. Et l'unité est alors le décibel, comme exactement pour les niveaux sonores. Et par définition, XdB, c'est 10 fois le logarithme décimal de B sur A au carré. Donc c'est la puissance dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, absolument. Ou alors 20 logarithmes décimal de B sur A, parce que le 2 s'il va venir devant. Et donc, si par exemple, P1 sur P2 est égal à la racine de 2, ça veut donc dire que quoi? Ça veut donc dire que P1 est égal à P2 que multiplie racine de 2. Et si vous calculez 20 logarithmes décimal de P1 sur P2, ça va donc faire 20 logarithmes décimal de racine de 2. Et si vous calculez 20 logarithmes décimal de racine de 2, vous allez trouver 3. On va donc dire que ceci correspond à 3 dB. D'accord? Prenez votre calculette, tapez 20 logarithmes décimal de racine de 2. Vous allez trouver 3. Quelqu'un l'a vérifié? Absolument. Absolument. Alors maintenant, ça c'est l'exposé, on va dire, mathématique. Maintenant, si on revient petit à petit à notre problème physique de vibration, on dit alors que pour passer de ρ2 à ρ1, regardez ici là, de P2 à P1, P2 à 1, P1, on a fait un gain de 3 dB. Alors, regardez, pour passer de P2 à P1, on a gagné, c'est-à-dire on augmente, d'accord? On va donc dire qu'on a un gain de 3 dB. Évidemment, si c'est dans le sens contraire, si on passe plutôt de P1 à P2, qu'est-ce qui va se passer? On va donc dire que 20 logarithmes de P2 sur P2, c'est 20 logarithmes décimal de 1 sur racine de 2. Et là, ça va faire donc moins 3 dB. Donc, on va donc dire que pour passer de P1 à P2, on a fait donc une atténuation ou bien une perte de 3 dB. On dit que pour passer de P1 à P2, il y a une atténuation de 3 dB. Maintenant, par rapport à ce que nous venons de voir, par rapport à la largeur de bande passante, hein, alors il ne faut pas oublier que quoi? Justement, il ne faut pas oublier que, justement, notre rapport de ρ sur ρ pic là, c'était justement combien?
Donc, ça veut donc dire qu'en décibels, ça veut donc dire qu'en décibels, si tout le monde a compris, pour passer d'ici à là, qu'est-ce qu'on aura fait? Un gain de... Pour passer de rho pic à ici, on aura eu une atténuation de 3 dB. Donc, tout le monde a compris cela. Bien. Maintenant, comment on conclut ça? Comment on conclut cela? Donc, par rapport donc à la largeur de bande passante, on dira donc que le taux d'amortissement tilde correspond à une atténuation de 3 dB, puisqu'on passe de rho pic à rho pic sur racine de 2, avant qu'on peut trouver la largeur de passante, c'est-à-dire bêta 2 moins bêta 1. Voilà. Sur le diagramme de Bode, car pour déterminer tilde, on passe de rho pic à rho pic sur racine de 2. On dit également qu'une atténuation de 3 dB correspond à une bande passante du système. C'est-à-dire que si j'atténue ici de 3 dB, je trouve la bande passante. Si j'atténue ici là, de 3 dB, ça me donne la bande passante. Absolument. Alors, petit exercice d'application. Bien. Avant de vous montrer les 7 exercices d'application, je vais vous le montrer d'abord sur l'ensemble des dB que je vous ai donnés depuis là. Alors, je crois que ça doit être ici. Alors, regardez ici. C'est pratiquement ça que j'ai traité. Mais je vais vous montrer. Ici, là. Voilà, c'est ça, c'est ce problème-là. Voilà. Voilà ce schéma-là. Voilà ce schéma. Ce schéma-ci, c'est quoi? Ben, c'est un phare. C'est-à-dire, en réalité, ici, c'est notre diagramme de Bode. Ça, c'est un phare. D'accord? Et vous allez regarder ça après. Le problème que je vais traiter là, en réalité, c'est ce problème-ci. Comment on oppose ce problème? Alors, voici la coupe là, j'ai agrandi un peu pour que tout le monde voit un peu. Voici donc mon fade, mais sous forme de log. Donc on dit que le fade là sous forme de log, on dit que c'est le diagramme de Bode. Voilà. Alors maintenant, on donne ici cette valeur max, c'est-à-dire c'est ça, c'est ce que nous avons appelé rho pic. D'accord? On dit que rho pic correspond à moins 70 décibels. Et qu'une division ici correspond à 10 décibels. Et l'entrée est une force de 100 newtons. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer l'amplitude max de ce système, sachant que cette courbe correspond à une entrée de 1 newton. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, bon, madame, regardez encore. Ici, tout à l'heure, vous me parliez de déplacement et de module. OK? Ici, maintenant, je vais vous parler plutôt de décibels, qui est toujours un déplacement. D'accord? Mais traduit ici sur un diagramme de Bode. Alors maintenant, regardez comment, à partir de ce niveau sonore, je déduis maintenant alors le déplacement. OK? Alors, regardez donc ici. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on dit tout simplement? Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que au point A, c'est-à-dire au pic, c'est-à-dire là, j'écris que quoi? J'écris que point A, j'écris que moins de 70 décibels correspond donc à 20 logarithmes décimal de Y mark. Y mark ici, c'est quoi? Ou bien c'est l'amplitude de la vibration. D'accord? OK. Maintenant, alors, si ça et ça, qu'est-ce que je veux trouver ici? C'est Y max. Donc, ça veut donc dire que logarithme décimal de Y max, c'est quoi? C'est moins 70 dB sur 20. Voilà. Ça veut donc dire que Y max lui-même, c'est quoi? C'est 10 exposant moins 70 sur 20, c'est-à-dire moins 7,5. Voilà. OK. Donc, si vous calculez ça, vous trouvez 3 10 moins 4. Ça, c'est un déplacement, mais c'est un déplacement pour une entrée de 1 newton. D'accord? Bien. Maintenant,
vous dit, déduire de cela le déplacement statique. Sur cette courbe-ci. Le déplacement statique est où? Le déplacement statique est où ici? Ici. Puisque ça correspond à pas de vibration, à pas de vibration, c'est-à-dire une fréquence d'excitation nulle. C'est-à-dire B égale à 0 ici. Bien. Alors, comptons le nombre de divisions pour aller du point O au point A. Comptons tout le monde. Ça fait bien, une division, 2 divisions, 3 divisions, 4 divisions, 5 divisions, 6 divisions. Et on dit qu'une division correspond à 6 décibels. Donc ça veut donc dire que quoi? Si au point A, j'avais déjà 70 décibels, hein? Donc c'est ça. OK? OK? Donc, si au point A, donc en statique, c'est le point O, où F est égal à 0, c'est-à-dire fréquence, donc pas de fréquence d'excitation. On compte 6 graduations pour passer de la résonance à la statique. Alors, donc si au point A, j'avais 70, alors donc je vais avoir moins 70, moins 6 fois. Pourquoi moins? Parce que c'est plus petit. Le niveau sonore est plus petit. Pour passer d'ici à là, on est en train d'atteindre. C'est plus petit. D'accord? Donc, je vais donc passer de moins 70 à moins combien? À moins 70, moins 6 fois 10. Moins 70, moins 6, ça fait... Et maintenant, alors, ça c'est le niveau sonore. Maintenant, je trouve maintenant alors le déplacement correspondant que j'appelle Y statique. Alors, Y statique, c'est quoi? Comme tout à l'heure, c'est donc 10 exposants moins 130. Donc ici, ça donne combien? 3 fois 10 exposants moins 7. Mettre toujours pour un seul. Maintenant, le plus important à regarder, c'est que quel est le rapport entre la statique et la dynamique en résonance? Le rapport, c'est combien? C'est 10 exposants 3, pas 3. 10 exposants 3, c'est-à-dire 1000. Ça veut donc dire que quoi? Le déplacement à la résonance est 1000 fois le déplacement statique. Est-ce que tout le monde comprend ça? Ça veut dire que ici, pour ce cas-ci, le déplacement à la résonance, l'amplitude maximale à la résonance est 1000 fois l'amplitude maximale de ce que je peux obtenir en statique. Et tout ça, on lit donc ça sur le diagramme de Bode. Vous comprenez ça? Voilà. Donc ça, maintenant, donc ça, c'est le TD. Bien. Maintenant, à partir de là, je peux donc trouver la bande passante du système. OK? Je sais donc que Y sur Y pic, c'est 1 sur racine de 2. Ça, c'est la définition même de la bande passante. Puisque je dois réduire la puissance de 2. OK. La puissance, c'est le carré de ceci. Donc, si vous prenez ceci au carré, ça fait 1,5. Donc, à partir de là, je trouve donc que Y, c'est Y pic sur racine de 2. Ça fait donc 2,12 10 moins 4. Donc, ça veut donc dire que quoi? 20 logarithme décimal de 2,12 10 moins 4, c'est ça, c'est moins 3 dB. Donc, c'est une atténuation de 3 dB. Alors, je viens ici, je regarde. Voilà. Donc, voici mon atténuation de 3 dB. D'accord? C'est mon atténuation de 3 dB. Une fois que j'ai l'atténuation de 3 dB, ça me donne cette droite qui coupe donc le diagramme de Bode en ces deux points. Bon, comme cette courbe-ci est une courbe expérimentale, il suffit donc que j'abaisse ces 2 points et je lis donc F1 et F2. Ça, c'est la largeur de ma bande. D'accord? Voilà. Bon, OK. Bon. Est-ce que vous avez compris un peu quand même ça là? D'abord les 2 TD et puis les 2 notions là. La transmittance, important. Ensuite, la notion de décibel et la notion de bande passante, qui sont d'ailleurs 2 notions liées, comme vous venez de le voir. D'accord? Vous voulez qu'on arrête là? Oui? On continue?
Ok, d'accord. D'accord. Non, si vous insistez, je continue. Hein? Vous n'insistez pas. Bon, d'accord, ok. Bon, si vous n'insistez pas, on dit demain à la même heure. Demain à la même heure, 16h. Là, je vais faire les vibrations transversales que vous êtes en train de voir là. Vibrations transversales, à ce moment-là, continue. Avec des structures discrètes, ok. Ensuite, maintenant, je vais aller à 2 degrés de liberté pour qu'on fasse la méthode de superposition modale. Et là, on sera déjà presque vers la fin. Parce qu'après, je vais venir corriger les théories. Ok? Ça peut aller comme ça? On dit donc demain, 16h. Au fur et à mesure, c'est quand même plus acceptable, non? Hein? Bon, vous comprenez quand même un peu, non? Ah bon? Jusque-là, ça change rien. Bon, il faut commencer bien à préparer les CC. Hein?